Comment faire pour capitaliser sur le succès d'une série? La réponse est simple, créer une série dérivée. Le procédé est connu et ancien. Si on prend par exemple l'œuvre de Honoré de Balzac, un personnage apparu dans un roman va être au cœur de l'action d'un second, et ainsi de suite, formant un tout unifié, la comédie humaine. Il existe plusieurs moyens d'amener un spin-off. Capitaliser sur un personnage fort de la série mère afin de lui donner un rôle plus important. Les deux séries vont coexister, ce qui pourra donner lieu à des crossovers. Ce sera par exemple le cas de Angel, série dérivée de Buffy contre les vampires. On peut également mettre en avant un personnage après l'arrêt de la série mère. Ce sera par exemple le cas de Saul Goodman, l'avocat véreux de Breaking Bad, qui aura droit à sa propre série, Better Call Saul, après l'arrêt de cette dernière. Troisième possibilité, créer une série à partir du fragment d'une autre, généralement à sketch. Ainsi, à l'origine, les Simpsons étaient un fragment du Tracy Ullman Show. On peut également créer un personnage spécialement pour lancer un spin-off. Ce sera le cas de Jake Henson, introduit dans Beverly Hills pour créer la série Melrose Place. Ou la série Madame Colombo. Cette fois-ci, le personnage a été créé de toutes pièces à partir des divagations de son mari. On peut également renommer la série et lui apporter quelques modifications, en faisant plus qu'une simple suite. Ce sera par exemple le cas de The New Adventure of Batman, puis Batman Beyond, dérivé de Batman The Animated Series. Dernier cas, la création d'une franchise. On peut ici penser aux séries dérivées de Star Trek, Stargate ou toutes celles gravitant autour du Universe, même si elles sont basées sur le personnage déjà présent dans Doctor Who. Il arrive que le succès d'un spin-off soit tel qu'il va totalement éclipser la série originelle. Je vous propose de revenir sur le cas de 5 d'entre elles. Bon, comme un top serait un petit peu inapproprié, on va procéder plutôt par ordre chronologique. Tout le monde connaît Happy Days, la série culte créée en 1974 par Gary Marshall, mettant en scène une Amérique rêvée, un petit peu de carte postale des années 50-60, avec en héros Richie Cunningham, un étudiant un petit peu coincé, et surtout Fonzie, le loupard au grand cœur. La série aura du mal à aboutir, le concept ne séduisant pas les networks, et ne verra finalement le jour que grâce au succès du film de George Lucas, American Graffiti. En 1971, Gary Marshall tourne un pilote pour ABC pour un projet de série devant s'appeler New Family in Town. Seulement, le pilote ne convainc pas la chaîne. Il sera toutefois diffusé comme étant un épisode de la série anthologique Love American Style, sous le titre Love and the Happy Days. George Lucas demandera à voir l'épisode avant de caster Ron Howard pour le film American Graffiti, et le succès du film permettra de relancer le projet et finalement concrétiser Happy Days. On est donc ici dans un des rares cas où la série est son propre spin-off via Love American Style. Direction maintenant l'Allemagne, sur les traces du plus célèbre détective germanique. J'ai bien sûr nommé l'inspecteur Derrick. À l'origine, il y avait la série Der Kommissar, créée en 1969 par Herbert Reinker pour la ZDF, qui assurera l'écriture de la centaine d'épisodes produits. On y suit les aventures du commissaire Herbert Keller, qui, généralement accompagné d'un assistant, va résoudre des crimes à la manière d'un Hercule Poirot. Une victime, souvent non identifiée, dans un premier temps, un groupe de suspects émergeant au fur et à mesure de l'enquête, un commissaire qui trouve le meurtrier en se basant sur le travail de son assistant qui, au final, fait tout le boulot, et, bien souvent, une mise en scène du meurtre au cours de laquelle le meurtrier va être démasqué. En 1973, 2 ans avant l'arrêt de la série, Herbert Reinker va mettre au point un nouveau concept de série policière visant à renouveler Der Kommissar avec le passage à la couleur. Il va promouvoir le personnage de Harry Klein qui sera désormais l'assistant de Derrick, nouveau personnage travaillant dans le même bâtiment. Harry sera remplacé dans la série par son frère Erwin et Derrick connaîtra la carrière qu'on lui connaît. Plongeons maintenant dans nos années collège, enfin mes années collège, avec Sauvé par le Gong. La joyeuse bande de collégiens menée par Zach Morris aura connu pas mal de péripéties avant d'arriver sur nos écrans. À l'origine, Brandon Tartikoff, directeur des programmes de NBC, voulait une sitcom centrée sur une prof sympa, à l'écoute de ses élèves. Un pilote de Good Morning Miss Bliss est tourné et diffusé le 11 juillet 1987 avec Hayley Mills dans le rôle de Miss Bliss, Jonathan Brandis dans le rôle de Michael, un genre de futur Zach Morris, et Jahel White dans le rôle de Steve Urkel. Oui, le même Steve Urkel que dans La Vie de famille qui sera diffusé 2 ans plus tard sur ABC. C'est un échec. Le casting est remanié, l'action délocalisée de Indianapolis à Los Angeles, et le tout sera diffusé sur Disney Channel, toujours sous le titre Good Morning Miss Bliss. NBC fera appel à Peter Engel pour remanier un petit peu le show. Exit Miss Bliss. Concentrons-nous sur les élèves, Zach, Lisa, Screech et leur proviseur Mr. Belding. Cette fois, ce sera le succès que l'on connaît. Plus tard, Good Morning Miss Bliss sera introduit comme saison 0 de la série avec un nouveau habillage pour coller un peu plus à l'esprit Sauvé par le Gong. S'il y a bien un dessin animé culte à la fin des 90, c'est
Daria sur MTV. Quel plaisir que de suivre les aventures de cette marginale qui jette un regard acerbe et sarcastique sur le monde. Seulement, Daria est un spin-off, car avant, il existait une autre série irrévérencieuse sur MTV, dont Daria Morgendofer était un personnage secondaire, Beavis and Butthead. Le dessin animé, créé en 1993 par Mike Judge, met en scène deux ados crétins du Texas qui adorent la violence, la morbidité et rient bêtement à quelques mots pouvant avoir une connotation sexuelle. Stupide au possible, ils passent leur temps à se fourrer dans des situations dangereuses ou illégales et, en nouvelles icônes de la vague grunge, vont faire des critiques de clips au sein de leur cartoon. Parmi les personnages gravitant autour est une certaine Daria, surnommée Diarrhea, seul personnage un tant soit peu intelligente et lucide face à leur stupidité. Elle est née de la volonté de Julie McGrath de voir au moins un personnage féminin intelligent dans Beavis and Butthead, et sera une icône féministe majeure des années 90, volant de ses propres ailes dans sa propre série à partir de 1997. Tout le monde connaît NCIS. C'est une des séries, voire la série la plus regardée aux États-Unis. Mais est-ce que vous vous souvenez que les personnages de Gibbs, Dinuzzo, Abby ou Ducky sont apparus pour la première fois dans Jag? En 1995, Donald P. Belisario va créer la série Jag pour NBC. On y suit le pilote de l'aéronaval Hammond Rabb Jr. qui, suite au crash de son Tomcat lors d'une tornade en mer dont découlent des troubles de la vision nocturne, va être affecté au Judge Advocate General, le JAG. Avec l'aide des avocats, le major Sarah Mackenzie et le lieutenant Bud Roberts, ils vont mener des investigations pour que la loi et l'ordre règnent sur les mers. En 1997, la série passe de NBC à CBS après l'annulation de cette dernière au bout d'une saison. Elle connaîtra alors le succès. En 2003, lors de la saison 8, de nouveaux personnages sont introduits dans le but de créer un spin-off, plus divertissant, avec plus d'action et surtout de l'autodérision. Dans un épisode double mettant en scène la mort de l'officier du JAG, Lawrence Singer, le concept de la NCIS va être introduit, avec les personnages Gibbs, Dinuzzo, Donald Mallard, Abigail Scioto, Tom Morrose et Vivian Blackadder, qui ne sera finalement pas conservé. Le spin-off sera lancé le 23 septembre 2003 avec le succès qu'on lui connaît. Comme nous l'avons vu, il arrive régulièrement que le spin-off éclipse totalement la série originelle. Je vous ai parlé de 5 cas qui pour moi étaient plutôt représentatifs, mais c'est pas les seuls. On aurait pu aborder Frasier, La vie de famille, Xena la guerrière, Le prisonnier ou encore toutes les séries AB Productions qui ne sont que des spin-offs, de spin-offs, de spin-offs, ayant toutes une origine commune. Salut les musclés. Nos séries dérivées donneront elles-mêmes lieu à des spin-offs. NCIS deviendra une franchise, Sauvé par le gong se scindera en deux, The College Years et New Class, et j'ai compté pas moins de 6 séries issues de Happy Days. Mais bon, je pouvais pas vous laisser comme ça. Je vais vous offrir un petit bonus dont je vais pas parler avant parce que, est-ce que c'est vraiment une série ou pas? Suffisait de le trancher. Enfin bref, nous allons maintenant aborder le cas du Monty Python Flying Circus. À l'origine, il est un homme, David Frost, qui sera très vite bien s'entourer. Il débutera à la télévision, à la BBC en 1962, avec That Was the Week That Was, pour lequel participeront à l'écriture des personnes aussi diverses que Graham Chapman, John Cleese, voire même Roald Dahl. En 1967, il se voit proposer sa propre émission, The Frost Report, qu'il présentera lui-même. Émission à sketch écrite par Graham Chapman, Marty Feldman et Jen Lowe, dans laquelle interviendront des jeunes auteurs comme John Cleese, Eric Idle, Terry Jones ou encore Michael Palin. Le show durera 2 ans, du 10 mars 1966 au 26 septembre 1967, jusqu'à ce que l'équipe se scinde. David Frost partira pour ITV et créera cette même année, parallèlement à The Frost Report, l'émission At Last, The 1948 Show, avec Graham Chapman, John Cleese, Marty Feldman, Tim Brooks et Amy MacDonald, au cours duquel sera tournée une première version du célèbre Four Yorkshiremen. En 1967 toujours, une seconde émission sera créée sur ITV, Do Not Adjust Your Set, avec Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones, David Jason et Dennis Coffey. Un jeune américain viendra rejoindre la bande et il fera ses premières animations en papier découpé, Terry Gilliam. En 1969, les deux équipes se réunissent et fondent pour la BBC l'émission qui fera leur succès avec la troupe définitive The Monty Python Flying Circus, portée par Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones et Michael Palin. Cette émission étant terminée, je vous remercie d'avoir suivi en ma compagnie et vous donne rendez-vous très vite. Bonjour chez vous.